Nous sommes de retour pour la suite et la fin de notre édition du 9 juin 2022 du live de TU Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et il est désormais temps de recevoir notre invité pour l'interview éco, monsieur Philippe Béchade. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que Philippe, vous êtes rédacteur en chef de la Bourse au quotidien et de la lettre Béchade confidentielle. Et avec vous ce matin, on va parler des révisions des perspectives de croissance qui ont été publiées hier et avant-hier par la Banque mondiale et par l'OCDE. Globalement, tout est revu à la baisse, quasiment divisé par deux. Dès lors, comment est-ce qu'on peut se poser cette question? Pourquoi est-ce que les marchés résistent encore, Philippe? Oui, ça fait deux questions. On va commencer par les révisions à la baisse. Donc de moitié, c'est par rapport aux prévisions de l'automne et par rapport aux dernières prévisions début 2022. On est à moins 30 pour la croissance mondiale pour la Banque mondiale et autour de moins 33 pour l'OCDE, ce qui revient à peu près au même. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde la croissance européenne, elle est revue de 4,3 à 2,6. En France, c'est de 4,2 à 2,4. Mais l'OCDE va plus loin et regarde déjà 2023. Et là, on nous annonce en France 1,4. Et je dois dire que si on a 1,4 cette année en France, on sera déjà bien heureux. Donc, vu les éléments dont on dispose, 2,4% de croissance en 2022, ça paraît déjà extrêmement optimiste. Alors, ça s'explique par ce qu'on appelle l'acquis de croissance, qui était quand même 2,4%. Au début de l'année, oui, on sort d'une année où on était à près de 6. Donc là, effectivement, la croissance à l'instant où on se parle est déjà divisée par 2. Mais quand vous regardez les États-Unis qui sont à moins 1,5, je crois également que les 2,5% de croissance envisagés par l'OCDE pour 2022, là aussi ça me paraît extrêmement optimiste. La courbe des dépenses des ménages est en train de plonger et ce qu'on appelle la plastic money, c'est-à-dire des gens qui font de la cavalerie en faisant du crédit revolving sur leur carte, on vient de franchir la barre des 1 trilliard 100. En niveau 1100 milliards de crédits accordés, donc ça veut dire de crédits court terme sur la carte de crédit. Je rappelle que cet argent-là, il est facturé 17-18%. D'accord, donc ça veut dire que dans ces cas-là, vous anticipez un éclatement de cette bulle de crédit, du coup, aux États-Unis? Vous pensez que les ménages vont pas être dans les capacités d'honorer leurs emprunts et qu'on se dirige directement? Alors, c'est même pas une récession, là, c'est carrément un cataclysme économique. Ça peut se transformer en quelque chose d'assez désagréable parce que on a compris que tous les chèques de soutien de Biden, tout cet argent qui a été donné aux classes moyennes, voire à la lower middle class, cet argent a déjà été largement consommé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de réserve d'épargne. Par contre, il reste dans le dernier décile, voire les 10% du dernier décile, là il y a une accumulation d'épargne absolument gigantesque. Et on sait que cette épargne-là, elle va vers la bourse. Elle va toujours vers la bourse. Depuis 2009, elle ne va que vers la bourse, cette épargne-là. C'est peut-être celle-là qui permet aux actions finalement de surnager aujourd'hui, alors que les perspectives sont quand même très sombres. Le pitch est simple. Croissance divisée par 2, là, à l'instant T, inflation multipliée par 4 et des projections de bénéfices réduites actuellement de 30%. Mais là encore, de 30% par rapport à des niveaux qui, aujourd'hui, surprennent par leur côté très favorable, voire inespéré. Donc, si vous voulez, les marchés aujourd'hui, est-ce qu'on n'a jamais vu une croissance divisée par 2 tendant vers la récession, une inflation multipliée par 4, on n'a pas connu ça depuis 40 ans. Est-ce qu'on a déjà vu des marchés ne corriger que de 10% pour le CAC 40, 12%, 13% pour les indices américains. Pour le DAX et les indices US. Je rappelle qu'en 2018, où on n'anticipait pas un ralentissement brutal de l'économie en 2019, on avait atteint les moins 20% de correction dans une conjoncture qui était favorable et surtout sans inflation.
En 2018, il n'y avait pas d'inflation, et il allait y en avoir encore moins, puisque la Fed était en train de relever ses taux. Ça a coincé le jour où elle a commencé à retirer de la liquidité. Donc là, il n'y avait pas de perspective d'inflation en 2018, on a quand même réussi à perdre 20%. Là, on est sur du 8, 8,3, 8,5 selon les divers organismes. Et le marché est à moins 12, voire moins 15 pour le S&P. Et je dirais on vit là un miracle. J'ai l'impression qu'on est actuellement sous morphine, on ne sent pas les coups. Et donc dans ces cas-là, vous anticipez, vous parlez de la consommation des ménages qui baisse, des coûts pour les entreprises qui augmentent. Du coup, vous anticipez pour le T2 2022 des publications de résultats nettement inférieures aux anticipations. Ça semble complètement évident pour vous ? Alors, je dis qu'on a été fortement surpris de la résilience des entreprises qui ont réussi, dans une large mesure, à faire passer la hausse des coûts. Et cette hausse, aujourd'hui, elle est de 33,5 en Allemagne. Vous voyez, c'est quand même pas rien. Une partie de cette hausse de coûts a pu être répercutée aux consommateurs. Je pense que c'est grâce à certaines mesures de soutien qu'on avait encore en 2021. Mais là où les marchés passent à côté de quelque chose, c'est qu'avec la hausse des taux, avec la ressource maintenant qui c'est 1,85 en France. On est au-dessus de 3% aux États-Unis, le taux à 10 ans. Grosso modo en Europe, on est autour de 1,90. On est maintenant à 3,40, 3,50 sur le 10 ans italien. On a un spread de maintenant 210 points par rapport au Bund, quelque chose dont il va falloir qu'on se soucie. En tout cas, le coût de la ressource, il sera de 200 points de base aux États-Unis à la fin de l'été, probablement 250 voire 300 à la fin 2022, ce coût de ressources, c'est la référence pour une entreprise qui s'endette pour acheter ses propres titres. Je rappelle qu'aujourd'hui, en Europe, à l'instant où on se parle, on est toujours en fait à zéro. Si dans 6 mois, cette ressource coûte 1,25 et coûte 2,5 aux États-Unis, c'est quand même assez différent de s'endetter à zéro et de s'endetter à 2,5 pour acheter ses propres titres. Donc il y a une partie de la résilience des résultats qui est totalement artificielle et qui est liée au programme de rachat de titres. On était parti sur un rythme de 830 milliards au mois de janvier. Quand on a eu les résultats des trimestriels de janvier, on a vu ces programmes de rachat, il n'y avait pas encore de guerre en Ukraine, on a vu ces programmes atteindre l'acmé, enfin c'est un plus haut historique. On était parti sur des bases extrêmement élevées. Et les rachats de titres comptent à peu près pour 30% de la rentabilité apparente. Quand on lit les résultats et qu'on voit les bénéfices qui commencent à stagner, mais grâce à la composante rachat de titres, ça continue de tirer apparemment les marges et tirer les bénéfices vers le haut. Quand ce moteur-là va s'arrêter, que les banques centrales vont vraiment commencer à retirer des liquidités. Donc là, la Fed nous promet moins 500 milliards en 2022, moins 1000 milliards en 2023. On n'a jamais vu une banque centrale éponger à une telle vitesse. En 2018, à l'automne, on était sur la base plutôt de moins 300, moins 400 milliards par an. Ça n'avait rien à voir en termes d'échelle, et on voit déjà que le marché avait plongé. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses dont le marché ne tient pas compte, mais pour moi, le facteur peut-être majeur, c'est que le moteur des rachats de titres va s'arrêter et que d'un seul coup, on va voir la rentabilité là plonger mécaniquement. J'ai une autre question à vous poser, c'est très intéressant ce que vous nous dites et j'aimerais vous poser d'autres questions mais on n'a pas le temps. On va parler du dollar, vous parliez de la guerre en Ukraine un instant. Est-ce qu'on peut parler de menace russe pour le dollar, Philippe? Et notamment, quand on préparait votre interview hier, vous m'avez dit que une des faiblesses aujourd'hui actuellement du dollar, c'est que les États qui en détiennent sont aujourd'hui, il y a comme une forme d'épée de Damoclès au-dessus de leur tête. C'est-à-dire que vous me disiez que si pour une raison ou pour une autre, ils se mettaient en travers de la politique extérieure américaine, eh bien, à l'image de ce qui s'est passé en Russie,
ils pouvaient s'attendre éventuellement à ce qu'on leur vole leurs réserves de dollars. Est-ce que c'est la menace principale qui pèse sur le dollar actuellement? Et est-ce qu'à moyen terme, à long terme, le dollar va finir par céder la place à une autre valeur de référence, à une autre devise de référence? On sait que la Chine s'imagine très très bien devenir la puissance leader et historiquement, ce fut le cas avec l'Empire napoléonien, puis l'Empire britannique et puis à partir de la Seconde Guerre mondiale, c'est les États-Unis qui sont devenus prédominants et c'est le pays qui a la plus grande puissance économique et militaire qui finit par imposer sa devise. C'est une constante historique. Bon, la Chine se dit, aujourd'hui, on n'est pas encore devant les États-Unis en termes de PIB ou de PIB par habitant, mais on est déjà largement devant dans plein de domaines. Je ne parle même pas du domaine industriel où le débat n'existe plus depuis maintenant une décennie, mais il y a maintenant même une contestation au niveau technologique et il y a surtout, de la part des Chinois et des Russes, une allergie fondamentale à l'extraterritorialité du droit américain attaché au dollar, c'est-à-dire que les États-Unis peuvent déterminer qu'est-ce qu'on fait du dollar et on peut même se voir sanctionner. Et au pire, on peut même se voir confisquer. Ça, c'est la grande nouveauté qu'on découvre avec les sanctions contre la Russie. On peut confisquer les avoirs de la Banque centrale. Alors, je ne parle, c'est même pas le dollar, là, c'est l'Europe qui fait ça, mais les États-Unis aussi. Donc, on peut se voir confisquer ces avoirs. Des oligarques peuvent se voir confisquer leur yacht, leur maison hollywoodienne sur la Côte d'Azur. Est-ce que vous imaginez ce qui se dirait du côté occidental si la Russie, d'un seul coup, décidait de confisquer le yacht de M. Jeff Bezos en imaginant qu'il mouille à Saint-Pétersbourg ou qu'il confisque la magnifique maison de M. Bernard Arnault à Sochi. Voilà. C'est un peu différent. Le paradigme géopolitique n'est pas celui dont vous parlez. Là, on est bien devant un problème de droit attaché à la devise ou même de droit au sens large. Donc je pense qu'il y a une énorme perte de confiance. Si on est chinois, russe ou indien, pourquoi pas, l'Inde va continuer d'acheter du pétrole aux Russes, ce qui ne plaît pas à Washington ou ce qui ne plaît pas à Bruxelles. Tous les pays qui se disent j'ai des avoirs en euros ou en dollars, du jour au lendemain, on peut m'expliquer que je suis, je sais pas, le complice de la barbarie et d'un seul coup, on trouve légitime de me confisquer mes avoirs. Donc évidemment que la Chine et la Russie a agi de la façon la plus radicale. Oui, la Chine détient encore 1300 milliards de réserves en dollars, donc ils ne vont pas les bazarder comme ça. Mais il est évident que pour la plupart des pays, l'impérialisme lié au dollar est fortement contesté. Alors aujourd'hui, le dollar monte quand même si on comprend bien que les Chinois auraient envie de s'en débarrasser, de créer leur propre système, tout simplement pourquoi ? Parce que le prix des matières premières et de l'énergie augmentant, et on continue néanmoins de payer majoritairement en dollars, même si on voit que la Chine négocie avec l'Arabie Saoudite pour faire un règlement en yuan. Aujourd'hui, il y a besoin de plus de dollars. C'est mécanique. Le pétrole est à 125 à Londres, à 123 sur le NYMEX. Les matières premières sont au plus haut historique. Donc, mécaniquement, on a besoin de plus de dollars pour acheter ces matières premières. Mais c'est une contrainte pour tous les pays qui utilisent le dollar. Et le problème qui se pose, c'est que beaucoup de pays émergents commencent à manquer de dollars pour deux raisons. Un, parce qu'ils sont endettés en dollars et que les taux montants aux États-Unis, ils ont de plus en plus de mal à rembourser leurs échéances. Et deuxièmement, il leur faut bien acheter de l'énergie, du blé, etc. Tout se négocie en dollars. Et il y a beaucoup de pays émergents qui ont du mal à se procurer du dollar, qui en plus de ça a pris 15% en l'espace d'un an. Donc là, je dirais, c'est la double peine. Et là aussi, c'est un facteur que les marchés n'ont pas pris en compte, c'est qu'on risque d'avoir une crise des émergents extrêmement importante qui va peser aussi sur la croissance mondiale. C'est le CDE qui mettait en avant, effectivement, qui alertait sur les niveaux de croissance revus très, très clairement à la baisse pour l'exercice 2022 et l'exercice 2023.
2023. Merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes Philippe, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien et de la lettre Béchade confidentielle. C'est fini pour cette édition du 9 juin 2022 du live de TI Finance. Je vous donne rendez-vous demain à 8h55. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain sur TI Finance.